Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Ce soir, nous parlerons de politique étrangère. Les États-Unis vivent ces derniers mois une situation inédite. L'entêtement et l'obstination du président américain sortant Donald Trump a mis à mal la démocratie américaine. Si les plaintes de Donald Trump pour contester les résultats de l'élection présidentielle n'ont pas abouti, la politique de la terre brûlée que le président sortant mène laissera très probablement des marques indélébiles sur le mandat de Joe Biden. L'insurrection du Capitole a créé un précédent dangereux selon plusieurs experts. Donald Trump est d'ailleurs visé pour la seconde fois par une tentative de destitution de la part de la Chambre des représentants. La cérémonie d'investiture du président doit avoir lieu dans 2 jours, le 20 janvier, après-demain. Il se déroulera dans une atmosphère très tendue. Sous haute surveillance, 25 000 militaires de la garde nationale sont mobilisés. Donald Trump est-il allé trop loin? Comment la transition politique s'annonce-t-elle et quels sont les défis qui attendent Joe Biden pour redorer le blason des États-Unis après 4 années trumpistes? Beaucoup de questions que nous poserons à nos invités. Nous accueillons pour cela ce soir M. Brahim Zitouni. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes politologue, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Nous accueillons également M. Mustafa Heddem. Bonsoir, vous êtes analyste Bonsoir, politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et nous avons avec nous M. Riyad Sidawi. Bonsoir, vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Sidawi. Alors, c'est une situation inédite, comme je le disais à l'instant, que vivent les États-Unis aujourd'hui. On va d'abord essayer de faire une lecture de tout ce qui s'est passé. On parle de démocratie menacée. Est-ce réellement le cas? Est-ce que c'est un tournant, ce que vivent les États-Unis aujourd'hui? Alors, il y a 2 thèses qui s'affrontent pour résumer les choses. Il y a les tenants de ceux qui disent que la démocratie est menacée, faisant un lien très fort entre sécurité nationale, économie libérale et démocratie. Et puis d'autres qui réfléchissent ce qui s'est passé aux États-Unis depuis quelques mois dans le sillage des révolutions colorées. Ce ne serait pas... Il y a un lien à faire donc entre les deux. Mais bien entendu, ce ne seraient pas des révolutions colorées qui seraient exportées, mais des révolutions colorées qui seraient internalisées. Et là, vous voyez que ce sont 2 thèses qui s'affrontent. La première posant une problématique liée aux dynamiques démocratiques, la seconde étant plus attentive aux évolutions de la nature des États, et en particulier de la superpuissance américaine, évolution qui est en train de prendre un tour de plus en plus radical, de moins en moins tolérant. Et là, vous avez 2 thèses qui s'affrontent, qui relèvent de 2 théories politiques différentes. Il sera difficile pour le moment de trancher entre les deux. La démocratie américaine est puissante et l'État américain est surpuissant. Est-ce que c'est la démocratie qui va l'emporter sur l'État? Tout est dans cette problématique-là qui va se dérouler dans les mois qui viennent. Monsieur Brahim, Monsieur Mustafa Heddem, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Donald Trump est allé trop loin? Est-ce qu'il n'a pas mesuré ses propos? Il avait quand même 74 millions d'électeurs, donc quelqu'un de très écouté. Il avait un impact. Il a un peu appelé à travers son dernier discours à la violence qui a mené un peu à l'invasion du Capitole. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un précédent dangereux? Je pense que la première leçon à retenir de ce que vivent les États-Unis maintenant est la dangerosité et l'impact du discours populiste. Qu'il soit d'inspiration religieuse ou idéologique, que ce discours populiste soit mu par le désir de garder le pouvoir ou d'y accéder. Nous avons vu l'impact gravissime sur ce que les commentateurs politiques appellent la plus grande démocratie du monde, avec des institutions établies, 2 fois centenaires, et qui ont fait face à des situations autrement très difficiles. Nous avons vu ce discours populiste dans un pays comme celui-là, les ravages qu'il a fait au sein de la société américaine et au sein des institutions américaines. Je pense que nous allons voir dans les mois et les années à venir l'impact de cette crise qui risquera de mettre à mal, pas seulement la démocratie américaine, mais risque de mettre à mal, pas seulement ces derniers incidents,
toute la mandature, tout le mandat de Trump aura des répercussions graves. Nous avons vu des dissonances que nous n'avons jamais constatées aux États-Unis, que nous n'avons jamais observées aux États-Unis. Quand le président Trump a décidé unilatéralement de se retirer des accords de Paris sur l'environnement, nous avons vu un certain nombre d'États de l'Union prendre des positions diamétralement opposées à la position de Trump. Lors du retrait unilatéral des accords sur le nucléaire avec l'Iran, nous avons vu à peu près la même chose, idem pour la guerre commerciale qu'il a déclenchée avec la République de Chine. Donc je pense que ce que nous observons maintenant aux États-Unis, c'est le résultat d'un discours unilatéraliste aussi. Populiste, parce que vous savez, dans le populisme, vous avez ce chauvinisme, ce patriotisme de mauvais aloi, comme si nous n'avons pas retenu les leçons de la deuxième moitié du XXe siècle. Vous savez, le nazisme, le national-socialisme et le fascisme ont utilisé les mêmes ingrédients, un discours populiste fondé sur un patriotisme exacerbé. Et nous retrouvons cette même configuration dans le discours politique de Donald Trump. Nous reviendrons probablement sur l'impeachment, pourquoi et pourquoi maintenant. Dans quel but? Nous y reviendrons. Monsieur Sidaoui, j'aimerais connaître un peu votre avis sur la question. Ce qui s'est passé au Capitole était une situation inédite, mais je crois que nous avons un petit problème de connexion avec Monsieur Sidaoui. Nous y reviendrons un peu plus tard. Nous sommes aujourd'hui face à une Amérique divisée, même au sein du Parti républicain qui se retrouve divisé. On soupçonne même certains élus, certains sénateurs d'avoir aidé un peu à l'insurrection du Capitole. Aujourd'hui, comment faire pour justement réunifier les rangs, si on veut dire, parce que Joe Biden mise un peu sa politique sur ça, revenir au multilatéralisme, il parle d'une Amérique unie, c'est un peu le thème de son investiture. Ce sera le défi de Joe Biden ? Je crois que ce sera un défi extrêmement difficile à relever pour une raison très simple. C'est que lorsqu'on voit comment fonctionne le système institutionnel américain, on a de façon traditionnelle une présidence forte, un congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants ainsi que le Sénat, qui joue un rôle de contrôle et extrêmement dynamique. L'initiative de la loi lui est tendue, mais en réalité, les lois sont très souvent proposées par les présidents américains. Et enfin, on a un troisième acteur. Alors, avant de poursuivre, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Zitouni, parce que c'est un peu la deuxième partie de la question. On va reprendre Monsieur Sidaoui. On a pu le revoir à nouveau. Monsieur Sidaoui, vous nous recevez ? Oui, je vous entends bien, merci. Alors, on parlait du coup porté à la démocratie américaine après cette invasion qu'il y a eu au Capitole. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça a un peu discrédité ou décrédibilisé la démocratie de la plus grande puissance mondiale? Je pense relativement oui. Aujourd'hui, Freedom House ne pourrait plus donner de leçons de transparence et de démocratie, puisque le patron des États-Unis d'Amérique pendant 4 ans, Donald Trump, a dit qu'il y a une fraude électorale. Et là, les médias américains sont des médias corrompus. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un modèle, un dream américain, un rêve américain à exporter. Mais je n'ai jamais cru à l'illusion, le mirage de la démocratie. Si je reprends la philosophie grecque en distinguant entre oligarchie et démocratie. Démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Je vois que ce que nous appelons des démocraties occidentales ne sont que des oligarchies. Finalement, je parle d'une expérience personnelle, plus qu'un quart de siècle, je vis en Occident. Et dans mes thèses aussi, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hein, on a Michel Foucault en France, on a mon ami Jean Ziegler en Suisse, j'ai publié avec lui le livre Jean Ziegler parle aux Arabes, bientôt la version française. Je pense à Noam Chomsky. On est face à des oligarchies. Et cette oligarchie a heurté Donald Trump. Ce qu'a fait Donald Trump, c'est qu'il a démasqué, dévoilé l'oligarchie américaine qui détient tout, en fait, les médias, les services secrets, l'armée, les institutions, et qui ont pouvoir depuis la création des États-Unis d'Amérique et ne lâche pas le pouvoir. Donc,
Donald Trump atypique, en comparant Donald Trump avec tous les présidents américains. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dévoilé à l'intérieur comme à l'extérieur aussi. Quand il dit au roi de l'Arabie Saoudite, vous devez payer contre ma protection, sinon votre régime tombe dans 2 semaines. Ça, c'est un nouveau langage. Mais nous savons bien si en réalité sociologique, l'Arabie Saoudite ou d'autres pays payent contre leur protection, mais ça ne se dit pas publiquement. Ce qu'il a fait, Donald Trump. Donc Donald Trump, finalement, on n'est pas très loin de la réalité sociologique du système oligarchique aux États-Unis d'Amérique. Mais son problème, c'est qu'il a tout dévoilé, tout démasqué. Donc, il a été attaqué par tout le monde, des sénateurs républicains, comme les réseaux sociaux aussi. On constate que les réseaux sociaux ne sont pas si libres, ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube, ni autres, sont aussi dans la main et dominés par cette oligarchie qui détient tous les pouvoirs financiers, médiatiques, politiques et sécuritaires. Merci à M. Sidaoui. Donc oui, aujourd'hui, Trump a-t-il dévoilé l'oligarchie qui se cachait derrière les États-Unis? Ce qu'on a assisté, c'était quand même assez... on va dire que Donald Trump a lui-même été un personnage très médiatique et qu'il a été lui-même censuré par les plus grandes entreprises Internet, les GAFAM, ce qu'on appelle le groupe des GAFAM. Ça veut dire que la liberté d'expression, et là aussi, a été mise à mal peut-être. Alors comment aujourd'hui penser les plaies d'une Amérique à cran, Monsieur Zitoni? Alors c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, un peu dans le droit fil de ce que dit Monsieur Sidaoui, c'est-à-dire qu'en réalité nous avons là un triptyque entre une présidence qui est traditionnellement forte et qui sort affaiblie de l'épisode de Trump, un Congrès dans ces 2 chambres qui en général exerce une fonction de contrôle importante, bien que l'initiative de la loi soit concrètement celle du président américain. Et enfin, le 3e pôle, c'est le complexe militaro-industriel qui aujourd'hui, effectivement, est de plus en plus perçu comme une force agissante. Et je dois vous rappeler ce discours de Dwight Eisenhower, président des États-Unis et grand général américain, le 17 janvier 1961, qui mettait en garde ses concitoyens, les mettait en garde du complexe militaro-industriel en disant « Attention, méfiez-vous-en que son influence soit exercée ou sollicitée ». Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette sollicitation et ce que nous voyons émerger comme système, c'est une présidence affaiblie, mais aussi un Capitole, c'est-à-dire un Congrès également affaibli. Et le temple de la démocratie américaine. Exactement. Et maintenant, un complexe militaro-industriel mondialisé et de plus en plus à la manœuvre des influences qu'il exerce aussi bien sur la présidence que sur le Congrès. Et là, je crois que nous avons une rupture importante que Donald Trump, à sa façon, a dévoilée très maladroitement. Et en réalité, le populisme dont il se réclame est instrumentalisé par le complexe militaro-industriel pour cacher la réalité du pouvoir mondialisé qui s'exerce pas simplement aux États-Unis, mais dans le monde, à travers des révolutions colorées. Et on peut se poser la question, légitimement, de savoir qu'au moment où les États-Unis, avec le réseau échelon, sont capables, y compris d'intercepter des communications de la chancelière Merkel, jusqu'à initier une note de protestation diplomatique, comment sont-ils incapables de prévoir l'envahissement du Congrès? Là, il y a quand même des questions qui sont plus que prégnantes. Il y a des enquêtes dessus et on soupçonne la complicité de certains sénateurs. Oui, alors quand vous dites certains sénateurs, vous êtes bien gentil parce qu'en réalité, les instruments de l'information sont aux mains des militaires et donc c'est eux qui auraient dû tirer la sonnette d'alarme et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Cette question-là est lancinante, elle marquera le mandat de Joe Biden et j'ai bien peur que maintenant l'Amérique s'assoit présidence faible, congrès faible, et
un complexe militaro-industriel surpuissant qui imprime ses orientations non seulement à la politique américaine, mais également au reste du monde. Donc l'impact finalement trumpiste sera durable sur la société américaine aujourd'hui, ce qui est à craindre. Je le disais au début de cette émission, les effets dévastateurs de cette crise sur l'avenir des États-Unis, nous allons les voir dans les mois à venir. Je rejoins Sibrahim Zitouni quand il parle d'une présidence faible. Pourquoi? Parce que le président Joe Biden arrive en pleine crise et il n'a pas les moyens. Sanitaire, économique, il n'a pas les moyens, dès lors que le Sénat est encore contrôlé par les républicains. D'où cette tentative lancée par Madame Pelosi à partir du Congrès. La présidente de la Chambre des représentants. Absolument. C'est pour mettre en difficulté les républicains au sein du Sénat, soit les amener à juger... Et à se rallier aux démocrates. À juger Trump. Et s'ils jugent Trump, ils vont juger toute la mandature. Alors, il a échappé à une première. D'abord, affaiblir. Alors qu'il est sortant. Voilà. Oui, bien sûr, si on regarde superficiellement, c'est un président dont le mandat est terminé. Non, le problème, c'est un problème d'équilibre. Si Trump est jugé par le Sénat, il y aura au sein des républicains des sénateurs qui prendront fait et cause pour Trump et d'autres qui prendront fait et cause pour l'État américain. Et je reviendrai, si vous me permettez, tout à l'heure pour ouvrir une parenthèse sur le complexe militaro-industriel. Donc, mettre en difficulté, juger tout un mandat pour permettre au président Biden d'abord de déstructurer tout ce qui a été fait par Donald Trump et dire, et Dieu sait que les démocrates ont énormément de reproches à faire, si ce n'est plus que des reproches au président Trump. D'abord l'Obamacare qui est l'enfant des démocrates, pas seulement du président Obama. Cette tendance unilatéraliste qui a affaibli les démocrates. Maintenant, je voudrais ouvrir une parenthèse. Jamais le président Trump n'aurait été élu sans l'assentiment du complexe militaro-industriel. Dire que Trump, bien sûr que Trump ne fait pas partie de l'establishment, bien sûr qu'il vient du monde des affaires et du monde des médias. C'est un produit médiatique. Ce n'est pas un homme politique. Ni ses prédécesseurs, ni ses successeurs. Ce n'est pas un homme qui appartient à l'establishment. Mais le complexe militaro-industriel, ce qu'on appelle communément l'État profond, c'est-à-dire la CIA, les services de sécurité interne, le FBI et le complexe militaro-industriel. L'État profond avait besoin d'un Trump pour faire, pardonnez-moi l'expression, le sale boulot. Il fallait à un moment donné affronter la Chine. On ne pouvait pas affronter la Chine avec l'Europe. L'Europe a des intérêts établis avec la Chine. Il vient de signer des accords commerciaux d'ailleurs. Et on ne pouvait pas s'attaquer aux accords du nucléaire avec l'Europe. L'Europe a commencé, la France, l'Italie, l'Allemagne ont commencé à s'installer en Iran, aussi bien dans l'industrie de l'automobile, l'industrie pharmaceutique. On reviendra sur la politique étrangère à mener. Donc, il faut dire que Trump a été, comme le furent tous les présidents américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, a été nécessaire à un moment T, et il a été, comme tous les autres, et ceux qui viendront, instrumentalisés par l'État profond, c'est-à-dire les services de sécurité
et le complexe militaro-industriel. Il n'aura fait de toute façon qu'un seul mandat, contrairement à ses prédécesseurs, son prédécesseur Barack Obama. Mandat s'il est jugé. Justement, est-ce que cette destitution, Monsieur Sidaoui, est-ce que cette destitution est aussi un peu pour empêcher Donald Trump de se représenter aux élections présidentielles en 2024? Mais je pense que grillé déjà, c'est un rêve pour lui de se présenter en 2024, mais je pense aussi c'est un avertissement à un nouveau Trump, une autre personnalité qui voudrait jouer la carte de Trump, ça veut dire discréditer les institutions américaines, l'oligarchie, les médias, le Congrès, tout le monde. Donc on ne veut plus avoir un mauvais exemple. C'est fini. La page de Donald Trump doit être tournée éternellement. C'est ça les objectifs, à mon avis. La vie politique américaine est différente, par exemple, de la vie politique à l'Europe de l'Ouest. Pourquoi? Parce que, par exemple, les partis communistes en Europe de l'Ouest sont intégrés, participent aux élections. Le Parti communiste français, pendant longtemps, il a eu toujours ses 10%. Alors, aux États-Unis d'Amérique, c'est interdit. Le McCarthyisme, le sénateur McCarthy, a lancé une campagne atroce tout ce qui est communiste de gauche aux États-Unis d'Amérique. La même chose avec l'FBI, Edgar Hoover a diabolisé les communistes américains qui ont beaucoup souffert et marginalisé d'ailleurs. Regardez, on a deux partis, moi je considère les deux partis de droite, une droite conservatrice qui est le Parti républicain, appuyé par l'Église protestante. De l'autre côté, le Parti démocrate, certes, il y a des militants de gauche, mais en général, c'est un parti aussi de droite, un parti de droite libérale. Finalement, le citoyen américain doit choisir entre un parti de droite libérale ou un parti de droite conservateur. Et c'est ça le problème de la vie politique américaine. N'oublions pas aussi aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas ce que nous appelons la démocratie sociale qui existe bel et bien en Europe de l'Ouest. Ça veut dire que cette oligarchie a donné des concessions avec l'État-providence, le welfare state. L'État-providence aux États-Unis d'Amérique n'existe pas. Vous avez $100 000, vous pouvez étudier à Harvard, vous n'avez pas $100 000, vous n'étudiez pas à Harvard. Vous avez besoin d'une opération pour le corps, vous avez des frics, vous vous soignez, vous n'avez pas, vous ne vous soignez pas. La même chose pour les SDF, c'est le nombre le plus élevé des SDF dans le monde, c'est aux États-Unis d'Amérique, parce que l'État n'intervient pas. L'État n'intervient pas. Le contrat entre le citoyen et l'État américain, c'est un contrat politique. Le jour des élections, et c'est fini. Il n'y a pas un contrat social entre l'État américain et le citoyen américain. Ce qu'a voulu réparer relativement Obama dans son dernier mandat, mais il n'a pas réussi jusqu'à nos jours. On est dans un modèle du capitalisme pur et dur, les laisser faire, les laisser passer, qui est même loin du capitalisme de welfare state et de l'État-providence en Europe de l'Ouest. Alors, un procès au Sénat, si la destitution devait aboutir, est-ce qu'elle aboutira? D'ailleurs, la question reste posée, risque encore de mettre à mal la promesse de Joe Biden d'unifier le peuple américain, puisque le Sénat sera, au lieu de traiter les réformes urgentes par Joe Biden, devra traiter le procès de Donald Trump. Et donc un affaiblissement de la présidence. Donc on voit bien qu'en fait, en réalité, les logiques au-delà des procédures d'impeachment, etc., ce serait une première quasiment historique, mais au-delà des péripéties politiques et politiciennes qui agitent le microcosme washingtonien, le débat, il n'est pas là. Le débat fondamental, il est comment en sortiront les institutions américaines, que ce soit la présidence, que ce soit le Congrès, ou que ce soit une institution comme l'armée américaine. Comment elles sortiront aux yeux de leur peuple et aux yeux du monde? Parce que là, il y a des choses qui sont extrêmement importantes qui sont en train de se jouer. Et je crois qu'il faut lier de façon très directe les évolutions de la politique américaine, y compris cette tendance à la militarisation de la politique américaine, à la domination du dollar dans le monde. C'est le dollar en tant que monnaie mondiale d'échange, en tant qu'étalon monétaire, qui permet de financer les guerres. Et c'est parce que ce dollar donne la suprématie financière
sans aucune contestation possible aux États-Unis que le reste du monde finance les guerres des États-Unis contre le reste du monde. Mais ça, c'est pour l'extérieur. Mais en interne, c'est aussi la guerre contre leur peuple. Et s'il n'y a pas de contrat social aux États-Unis, c'est parce qu'en réalité, le contrat qui est passé, c'est un contrat financier avec le dollar. Et du coup, on éjecte la partie sociale parce que la financiarisation de l'économie américaine permet, par les ruissellements qu'elle se propose de réaliser, d'avoir une sorte de capitalisme économique libéral qui soit suffisamment dynamique et suffisamment ouvert pour permettre une rotation de la société qui soit, bon an mal an, même avec des disparités importantes, qui soit quand même valide. Est-ce que cette tendance va continuer? Est-ce que la financiarisation du monde va permettre de préserver, entre guillemets, ou de prolonger ce contrat social financiarisé, ou en tout cas lié à la mondialisation? Toute la question est là. Et vous voyez que Joe Biden va être pris entre deux feux. Le feu des affaiblissements des institutions américaines, et il ne pourra pas y échapper, d'un côté. De l'autre côté, une financiarisation de la mondialisation qui pose de plus en plus nettement la question démocratique au sein des États-Unis. Il y a une sorte de couplage entre la question démocratique et la domination du dollar dans le monde. Et ça, ce sont des tendances lourdes qui ne vont pas s'arrêter là. Alors, à quoi devons-nous nous attendre en 2021? Quels seront les défis les plus urgents que devra relever Joe Biden? Si on voit le profil déjà de Joe Biden, qui est contrairement à l'inverse de son prédécesseur Donald Trump, un homme politique, un des plus jeunes sénateurs à l'époque, qui était Parti démocrate bien sûr, et qui était vice-président de Barack Obama. D'ailleurs, il parle de ses premières réformes dès son investiture mercredi, de revenir sur l'accord du climat à Paris, de revenir sur plusieurs réformes dès mercredi, de les signer tout de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, il devra agir sur le plan interne et sur le plan externe d'une manière urgente? D'une manière générale, le président des États-Unis est apprécié aux États-Unis et il est élu pour des considérations de politique intérieure, rarement pour des considérations de politique étrangère. Maintenant, Joe Biden et son équipe arrivent avec de lourds dossiers à l'étranger. Et il annonce la couleur en désignant Madame Sherman, sous-secrétaire d'État. Madame Sherman est l'une des rédactrices des accords du nucléaire iranien et l'une des négociatrices. On parle de Susan Rice, de Sherman, ils s'entourent de diplomates chevronnés. Blinken, qui est très connu pour c'est un homme de réseau en Europe. C'est quelqu'un qui est très connu pour avoir d'excellentes relations dans le vieux continent. Donc, il annonce la couleur. Mais aussi, au niveau interne, il annonce aussi que le gouvernement fédéral, l'État fédéral, va revenir sur la peine de mort. Et cela est dangereux, parce que les amis de Trump et les républicains, d'une manière générale, tiennent à la peine de mort. Pourquoi? Parce que les républicains, ils sont de droite, ils sont d'inspiration religieuse, c'est l'évangélisme, c'est quelques catholiques aussi. Ce sont les églises qui ont une influence morale importante. Le peuple américain est un peuple très religieux, contrairement à ce qu'on peut penser. Maintenant, pour revenir sur l'impact des accords de Bretton Woods jusqu'à maintenant, et de la primauté du dollar dans les échanges internationaux, qui donne effectivement aux États-Unis la possibilité d'imposer des sanctions, y compris aux puissances amies, dès lors que les échanges sur le marché international, dans le commerce international, se font avec le dollar. Mais il ne faut pas faire l'impasse sur un éveil syndical important qu'a connu les États-Unis depuis déjà Obama et qui s'est exacerbé. Les marches,
les protestations, les organisations syndicales qui ne sont pas spécialement d'inspiration de gauche, mais qui sont braquées uniquement sur les aspects liés à la vie du citoyen américain, le syndicalisme est en train de prendre des proportions importantes. Il ne faut pas perdre de vue aussi que Joe Biden aura à faire face non pas aux 74 millions d'électeurs, je ne le crois pas, mais à l'émergence d'un certain nombre de milices et d'extrémismes qui ont démontré leur capacité de nuisance. Oui. Et cela, d'une manière ou d'une autre, risque d'impacter l'action de Joe Biden. Et c'est pour cela que les démocrates au niveau du Congrès veulent à tout prix mettre le Sénat en difficulté sur cette histoire d'impeachment et notamment amener les républicains à juger toute la mandature et amener les républicains à refaire leur allégeance à l'État profond et d'une manière ou d'une autre renier cet enfant turbulent qui est le leur, c'est-à-dire Donald Trump. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont encore le temps de le faire à 2 jours de l'investiture? Ça prendra le temps qu'il faudra. Aujourd'hui, est-ce que ça ne pose aucun problème du point de vue des procédures. Hein, oui. Ça ne pose aucun problème. Dès lors qu'il y a une commission qui est désignée au niveau du Sénat et que cette commission désigne un rapporteur qui joue le rôle de procureur et qui porte accusation contre Donald Trump, Donald Trump peut... Ah oui, peut... Ah ça y est, elle court. Monsieur Sidaoui, est-ce qu'aujourd'hui, cette volonté de le destituer, de destituer Donald Trump, est une manière de vouloir restaurer le pouvoir du Congrès? Oui, absolument. Oui, de en finir avec la page de Donald Trump, comme je dis, c'est un avertissement à tout autre projet qui veut imiter Donald Trump, donner la crédibilité aux institutions américaines qui ont été ébranlées par le comportement de Donald Trump et ses supporters. Donc ça change. Mais à mon avis, moi, ce qui est bien, c'est que tout est dévoilé à la fois. Aujourd'hui, on met en cause la démocratie américaine, le système politique américain, les médias américains, l'objectivité, l'indépendance et la neutralité, même des réseaux sociaux américains. Aujourd'hui, Donald Trump est interdit à l'accès à Twitter, à Facebook, à YouTube, à Snapchat et évidemment la presse. Qui agissent comme des entités étatiques finalement. Oui, donc ça montre vraiment qu'il y a une crise, pour une fois, d'ordre structurel, parce qu'avec les médias, avec le lavage de cerveau des médias, etc., toujours les Américains et les Occidentaux en général essayent de donner une image rose de ce qui se passe, mais non, c'est pour cela toujours, j'insiste, qu'on aborde l'occidentalisme, ça veut dire nous-mêmes, on étudie l'Occident, on essaie de comprendre l'Occident, qui gouverne. J'ai bien entendu l'état profond de mes collègues de chez vous au studio, de l'establishment, etc. Ce sont des concepts vraiment à éclaircir pour nos citoyens et montrer, ce n'est pas toujours rose, non, il y a des oligarchies qui règnent, qui ont tous les pouvoirs. Ce n'est pas la théorie de complot, ce sont des grands intellectuels américains comme Noam Chomsky, en français Michel Foucault, mon ami, José Ignace Suisse, qui disent la même chose. Donc, l'oligarchie est dans une crise structurelle aux États-Unis d'Amérique. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Oui, Monsieur Zitoni, je voyais acquiescer de la tête certains propos. Oui, je pense qu'effectivement, il y a deux théories qui sont en train de se battre. Celle de, en gros, Rudi Reichstadt, qui représente l'aile gauche du Parti socialiste sioniste et qui voudrait nous faire prendre des vessies pour des lanternes en nous faisant penser que ce que nous avons à faire, c'est un mouvement populiste, classique, intolérant, d'extrême droite, et qui ne relèverait en rien d'une crise de la démocratie, mais plutôt d'une crise qui est plus liée à la montée des exacerbations, des essentialisations dues justement
à la mondialisation. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui réfléchissent les systèmes oligarchiques, parmi lesquels la concentration des pouvoirs réels contre le pouvoir légal. Et là, je crois qu'effectivement, on voit bien symboliquement que c'est la garde nationale qui va assurer le bon déroulement de la cérémonie. Vous savez que le Capitole a une police spécifique qui a une exclusivité de juridiction. Et là, on voit bien sur le plan symbolique qu'il y a une sorte de manœuvre politique qui voudrait nous faire croire que l'armée américaine vient au secours de la démocratie américaine menacée par les populistes. Et ça, je crois que c'est le message qui est passé en filigrane. D'ailleurs, c'est le même message qui est passé par les GAFA, par Facebook et compagnie, et qui se donne une mission de régulation politique, finalement, qui aurait dû être celle du Congrès ou des représentations légales aux États-Unis. Il y a donc des choses qui changent. Internet, la nouvelle société beaucoup plus horizontale que verticale, amène des possibilités d'instrumentalisation beaucoup plus importantes. Il y a eu d'autres présidents qui ont fait des déclarations assez graves et qui n'ont pourtant pas été censurés et qui ont gardé encore leur page, leur tweet et sur les réseaux sociaux. Et là, on voit que Donald Trump a carrément été censuré. C'est quand même une sacrée... Il enlève, enfin, il balaye d'un revers de la main toute l'image qu'on a toujours voulu donner aux États-Unis, à la liberté d'expression, à la démocratie, à la liberté. Oui, et derrière ça, je crois qu'il faut réfléchir les processus de fragmentation qui sont en train de travailler la société américaine, mais pas que la société américaine. Hein. Mondialement, on voit les mêmes choses qui sont en train de se passer, c'est-à-dire que, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Hedem, avec juste raison, d'une montée de ce que vous avez appelé des syndicats, pour faire court, mais ces mouvements sociaux qui sont en train de s'articuler autour de défense, par exemple, communautaire, des communautés noires américaines, ou d'autres pour le féminisme. Est-ce que le mandat de Donald Trump a exacerbé cette situation? Est-ce que déjà il y avait un mal profond au niveau de la société? Il me semble que sa politique a servi de révélateur à une situation qui a toujours existé. Ces contradictions ont toujours existé. Si vous me permettez, faire cette dichotomie entre une oligarchie que j'ai appelé tout à l'heure le complexe militaro-industriel et la CIA, je pense que je suis plus clair que de dire oligarchie, qui est un terme générique. Je préfère aller dans le détail. Dire qu'il y a une dichotomie entre ce complexe militaro-industriel, cette oligarchie, et le Sénat, et la représentation légale serait méconnaître la réalité américaine. On n'est pas sénateur si on n'a pas les financements nécessaires. Et ces financements, nous les trouvons auprès des complexes militaro-industriels. On n'est pas sénateur, alors que Dieu seul sait que la majorité des candidats ont des cadavres dans le frigo. Si vous n'avez pas vos accointances et vos relations et vos réseaux, aussi bien au sein du FBI que de la CIA. C'est-à-dire que faire cette dichotomie entre une oligarchie qui est née en dehors des institutions ou qui agit en dehors des institutions serait mal connaître. En fait, ce sont les metteurs en scène et les souffleurs. Le complexe militaro-industriel, c'est les metteurs en scène et les souffleurs, c'est-à-dire ceux-là même que le spectateur ne voit pas. Et qu'en réalité, c'est eux qui, pardonnez-moi l'expression très populaire, c'est eux qui tirent les ficelles. La représentation légale n'est que l'expression apparente du pouvoir du complexe militaire. Un rapport de force qui est établi avec l'institution militaire. J'allais dire, le rapport de force est de facto connu. C'est le complexe militaro-industriel derrière le rideau qui tire les ficelles et les représentations légales, aussi bien au niveau du Sénat qu'au niveau de la Chambre basse, sont contrôlés et ils sont sous contrôle. Essayez de voir les rares voix dissonantes, soit au niveau du Sénat
ou au niveau du Congrès. Finalement, ce qu'on assiste à... Comment ces voix dissonantes sont mises à l'index d'abord par les médias lourds qui sont contrôlés par le complexe militaro-industriel, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est-à-dire qu'ils soient démocrates ou républicains. Il n'y a pas aux États-Unis d'autre pouvoir que celui qui est exercé par le complexe militaro-industriel, qui est le garant du dollar et qui est, entre guillemets, le garant de la stabilité des institutions. Finalement, ce qui a toujours fait on va dire la puissance, la superpuissance des États-Unis a été ébranlée d'une manière extraordinaire par Donald Trump, peut-être malgré lui. Mais là, on voit l'émergence des faiblesses des institutions américaines au final. Je ne dirais pas des faiblesses des institutions américaines. L'Amérique est une grande démocratie. Quand on regarde l'architecture aussi bien de l'exécutif, du judiciaire ou du législatif, c'est une démocratie formidable, avec des contre-pouvoirs. Tout est extrêmement bien pensé. Je crois que de ce point de vue-là, on ne peut pas remettre en cause la démocratie américaine. Ce qui est interrogé ici, c'est plutôt... Non, même plus que ça. C'est plutôt la culture hégémonique qui est au sein des institutions. Et là, je suis d'accord avec M. Haddam, elle est transversale. C'est-à-dire qu'en fait, sous la pression des lobbies, sous la pression des intérêts, vous avez une culture hégémonique qui impose des élites, qui impose sa vision au reste de la société. Je veux juste vous donner un chiffre pour vous montrer la puissance de ce dont nous parlons. Le Pentagone a une règle qui est la suivante. Pas une seule entreprise sur la Terre, y compris chinoise, qui a un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dollars, qui n'ait pas une relation contractuelle avec le ministère de la Défense aux États-Unis. C'est vous dire la puissance de ce complexe dont on mesure mal l'impact, la force d'inertie, la densité de gravité qu'elle exerce sur le système politique, pas simplement américain, mondial. Alors, M. Sidaoui, aujourd'hui, Joe Biden se retrouve confronté à de nombreux défis sur le plan interne et externe. Est-ce qu'aujourd'hui, il devra aussi agir sur les injustices sociales et raciales qui montent au niveau de la société? Oui, c'est la différence avec Donald Trump, parce que Donald Trump a eu des propos racistes contre le Mexique, contre les musulmans, contre des pays arabes, partout. Alors Joe Biden va faire le contraire. D'ailleurs, il a commencé à désigner des ministres de couleur, ce que nous appelons de couleur, et réparer tous les dégâts causés par Donald Trump, que ce soit à l'intérieur du pays, à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, ou à l'extérieur. Rappelons-le, les chancelleries occidentales en Europe ont été bien contents d'avoir Joe Biden gagner les élections. À leur tête, Merkel ou Macron en France, ou même la Grande-Bretagne, l'allié historique et stratégique des États-Unis d'Amérique. Aussi la Chine se félicite, même je pense la cause palestinienne, partout dans le monde, Joe Biden va rétablir la diplomatie américaine. Certes, il y a beaucoup d'hypocrisie, de mensonges médiatiques, mais au moins, il va garder les lignes rouges, il va respecter les lignes rouges, il va pas, bref, il va réparer tous les dégâts de Donald Trump. Donald Trump, c'est une page qui va être tournée, je pense, éternellement, entre guillemets, pour les États-Unis d'Amérique. Et les problèmes sociaux vont continuer. Et moi, j'ai entendu, chez vous, que la démocratie américaine est extraordinaire. Je partage pas cette opinion. Et je pense, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dévoilé la crise structurelle de ce que nous appelons cette démocratie. Beaucoup même des cinéastes, Mike Moore, je parle de Noam Chomsky, d'autres, qui ont bien montré qui gouverne réellement et sociologiquement aux États-Unis d'Amérique. Les Américains pensaient toujours la démocratie sont des élections. Voilà, il n'y a plus de Gaddafi dictateur, il y a des élections, donc la Libye est une démocratie. Ils étaient en Irak, ils ont envahi l'Irak.
pour eux, la démocratie sont des urnes, des élections. Or, l'Irak, jusqu'à nos jours, il est en train de vivre une crise structurelle. Et je pose la question, puisque le système politique américain est un système présidentiel absolu, pourquoi ils imposent une démocratie ou un système parlementaire en Irak? Et peut-être parlementaire aussi en Tunisie, je ne sais pas s'ils ont une influence à travers le Freedom House. Bref, ce qu'a fait Donald Trump, c'est que ce que nous discutons en tant qu'élite de la crise de l'oligarchie américaine structurelle, aujourd'hui c'est médiatisé, aujourd'hui le grand public pourrait savoir qu'est-ce qui se passe exactement aux États-Unis d'Amérique. Alors, ce qui nous amène à parler de politique étrangère, hein, même quand les jours étaient comptés de Donald Trump à la Maison-Blanche, il a continué quand même à faire des annonces pour le moins très graves, comme le dernier mandat ou entre le déménagement. Alors, je rappelle hein, ce qu'il avait fait de l'ambassade américaine à Jérusalem pendant son mandat, le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, et puis la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'était une de ses dernières sorties. Aujourd'hui, est-ce qu'on pense qu'avec l'arrivée de Joe Biden, est-ce qu'il y a réellement, est-ce qu'on peut s'attendre à un espoir, est-ce qu'il revienne sur ce qui a été fait par Donald Trump? On assiste quand même à une situation inédite où il a été complètement discrédité, même si on sait que la politique américaine reste inchangée généralement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un tournant? Je pense que personnellement, j'ai eu à le dire ici, dans ce studio et ailleurs, que habituellement, il n'y a pas de grande différence, il y a une continuité dans la politique étrangère américaine, qu'il s'agisse d'un président républicain ou démocrate. Là, nous sommes en présence de décisions qui n'ont pas été mûries par les institutions. La politique étrangère aux États-Unis, elle est décidée conjointement par le président, par l'équipe, par l'exécutif et par le Sénat. Et le Congrès, notamment le Sénat, le poids des institutions a fait que, d'une manière générale, sans arriver aux déclarations de guerre, y compris des décisions pas très impactantes sur l'ordre mondial, sur la paix mondiale, ça a été toujours d'abord un travail de laboratoire, au niveau de la CIA, au niveau du Pentagone, et puis au niveau du Sénat et au niveau de l'exécutif. Or, les décisions qui ont été prises par le président Trump, il les a fait par Twitter, et souvent des décisions irréfléchies, des décisions qui ont impliqué le président Trump et l'exécutif, mais ce n'est pas toutes les institutions américaines. Donc, dans ce cas d'espèce, je crois que Joe Biden est appelé, et il l'a déjà annoncé, à déconstruire la politique étrangère Il a parlé du nucléaire iranien peut-être, de la conférence sur le climat. D'abord, le nucléaire iranien, tout à l'heure, j'ai parlé de la désignation de Mme Sherman comme secrétaire d'État adjoint, et aussi vis-à-vis de la Chine, même si les démocrates sont d'accord sur un certain nombre de choses, le vol de brevets par les Chinois, des accusations qui ont porté surtout sur de grandes entreprises comme Huawei, etc. Mais dans la méthode, il y aura une inclinaison dans la méthode. Pour le Sahara occidental, et ça intéresse notre région et la stabilité de notre région, nous avons remarqué une contradiction au sein de l'administration Trump. Une équipe du Pentagone était à Alger. Elle a fait une déclaration, l'un des représentants a fait une déclaration, et nous avons appris par les médias 48 heures après, que les États-Unis ont ouvert à Dakhla une représentation consulaire. Est-ce que cela, je pense, que sous l'influence de grands noms de la politique américaine, comme James Baker, comme Bolton, je pense que, qui ont conseillé vivement à Joe Biden de revenir sur cette décision, je pense que les semaines et les mois à venir peuvent apporter
des changements. Mais il s'agit quand même de quand on voit l'agitation du Makhzen des États-Unis, hein, mais quand on voit l'agitation du Makhzen, madame, je pense qu'ils sont en train de sentir que le vent risque de tourner. Un dernier mot, si vous me permettez. Le lobbying qui est exercé par les puissances étrangères aux États-Unis par le biais de bureaux de lobbying connus et reconnus auprès des sénateurs essentiellement et auprès de la Maison-Blanche. C'est une forme de lobbying qui n'est pas loin du lobbying qui est exercé à l'intérieur des États-Unis. Je pense que nous, avec notre sens moral, on peut donner un nom à ce lobbying. C'est de la corruption. On corrompt des gens pour incliner leurs décisions en faveur d'un pays, je parle du lobbying au niveau international, au profit d'un pays ou d'un autre. Ce n'est rien d'autre que cela. Donc là, s'il y a moralisation, et si Joe Biden veut se lancer dans la moralisation, il a un chantier important. Très bien. Mais M. Zitouni, vous pensez qu'il peut y avoir un changement de ton sur cette question? Changement de ton, oui, mais il y aura rien qui... Oui, de forme, oui, mais il n'y aura rien qui changera. Et on prend les paris, la position de l'administration américaine sur le Sahara occidental ne changera pas. En réalité, cette décision n'est pas la décision de Donald Trump, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est une décision mûrement réfléchie de l'administration, l'État profond américain, pour des raisons pour des considérations d'équilibre entre guillemets régional au Maghreb, divisé pour régner, telle est la politique du système néo-impérial, et c'est ce qui est en train de se réaliser. Il a un peu basé sa politique sur la question du Moyen-Orient, hein, moyen-oriental. Oui, non, mais exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, nous voyons les mêmes logiques qui sont à l'œuvre au Moyen-Orient, qui sont très largement partagées par les démocrates et les républicains, qui ont lieu au Maghreb. Je ne vois pas comment la position de l'administration américaine changera, d'autant qu'on a bien entendu lors de la visite de la délégation américaine à Alger qu'ils soutiennent le plan d'autonomie marocain. Ça, c'est quand même une inflexion importante de la politique américaine au Sahara occidental. Jusqu'à maintenant, ils étaient moins catégoriques sur ces questions-là. Donc je vous renvoie à la déclaration américaine à Alger. Donc il y a une évolution, et cette évolution ne peut s'expliquer de façon un peu dialectique que par l'émergence d'une puissance régionale, émergence sociale avec le Hirak du 22 février 2019, et émergence militaire également. Et tout cela nous donne à penser que la réponse américaine est une réponse de continuité de la politique de Donald Trump sur le Sahara occidental. Elle ne changera pas. De ce point de vue, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup d'évolution à attendre. Donc elle changera, comme on l'a dit, dans la forme, puisque sur le plan de la diplomatie, on l'a dit, Joe Biden s'est entouré de professionnels de la diplomatie. Je reprends juste ce qu'avait dit Jim Mattis, chef du Pentagone, et qui avait démissionné. Il avait écrit dans une lettre adressée au président des États-Unis une règle simple de la diplomatie: traiter les alliés avec respect. C'est peut-être ce qui changera avec Joe Biden, qui est peut-être plus prévisible et qui a un ton beaucoup plus diplomate aujourd'hui. Aussi, il y a la relation avec l'Europe, hein, qui a été mise à mal par Donald Trump. Il s'en est pris au président français, Angela Merkel, avec voilà. Aujourd'hui, les invitant à payer leur sécurité, comme il l'a fait avec l'Arabie Saoudite. Néanmoins, si vous me permettez, je prends le pari sur une forte inclinaison de la politique étrangère américaine sur le dossier du Sahara occidental, et nous allons le voir dans les semaines et mois à venir. Laissez le temps agir. Absolument. Monsieur Sidaoui, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous pensez, vous, comme on vient de l'entendre, que la politique américaine ne va pas forcément changer avec l'arrivée de Joe Biden, ou est-ce qu'il faudrait peut-être s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de diplomatie, on va dire, un ton plus doux envers ses alliés et ses ennemis également? Les Américains disaient « wait and see ». Wait and see. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec Joe Biden, mais en général, par rapport, par exemple, aux accords nucléaires iraniens, il y a eu des déclarations de Joe Biden qui va renouer avec cet accord.
renouer avec l'Iran. On va voir aussi avec le Sahara occidental qu'est-ce qui va se passer avec Joe Biden. Rappelons-le, Donald Trump a pris des décisions très très dangereuses et déterminantes via Twitter, juste une simple phrase via Twitter. Donc on va voir, moi à mon avis, il va réparer beaucoup de dégâts, Joe Biden, surtout pour le nucléaire iranien, ça c'est clair. Aussi avec la Chine, aussi avec les chancelières européennes, elles sont toutes contentes d'avoir Joe Biden gagné ces élections parce que Donald Trump est devenu leur cauchemar. Donald Trump, au début, je me souviens, 2017, il a demandé à Merkel, vous devez payer contre ma protection. Et c'était un scandale en Europe, c'est un chantage. Vous me payez pour vous protéger, je ne peux pas vous protéger. Et il a imposé à tous les membres des pays de l'OTAN de payer plus afin de les protéger. Donc, à mon avis, il va réparer beaucoup des dégâts entre guillemets, évidemment, parce que ça ne nous concerne pas directement. Et wait and see, c'est tout ce que je peux dire. Wait and see, on va voir ça dans les prochaines semaines ou peut-être les prochains mois. Merci, hein, monsieur. Oui, donc c'était Donald Trump qui pensait que les autres devaient suivre hein, et se soumettre aux États-Unis et non pas les considérer comme des partenaires, ce qui devra changer un peu avec Joe Biden et aller plus vers le multilatéralisme et pas d'unilatéralisme. Exactement la même chose dans le fond. Voilà, ce sera la forme qui changera seulement. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ce soir et de nous avoir éclairé hein, sur ce qui se passe aux États-Unis. Merci à vous, monsieur Sidaoui Riyad. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Monsieur Ibrahim Zitouni, vous êtes politologue, merci d'avoir été avec nous. Monsieur Mustafa Hedem, analyste politique, merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.